BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va parler évidemment d'EDF, EDF qui 17 ans après redevient nationalisé. Bonsoir Elie Cohen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes un des meilleurs économistes sur les questions industrielles, notamment bien sûr. Et sur EDF, vous connaissez par cœur le parcours d'EDF. Beaucoup de questions à vous poser. Bruno Le Maire s'est exprimé il y a quelques instants en disant, vous l'avez entendu, le nucléaire n'est et ne sera jamais négociable. Il a parlé de l'importance pour la France de ne pas brader son avantage compétitif. On sait que c'est compliqué face aux Allemands. Mais d'abord, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les raisons de cette renationalisation. Bruno Le Maire, toujours lui, a dit que c'était une manière pour lui de permettre à EDF de mener des chantiers gigantesques, notamment l'augmentation de la production et puis les nouveaux réacteurs, les petits et les EPR, qui vont être mis en construction. Quels sont, à vos yeux, les enjeux de cette renationalisation? Est-ce que c'est une bonne chose d'abord? Vous savez, nationalisation ou privatisation, EDF, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la fille aînée de l'État. Pour au moins 3 grandes raisons. Et EDF produit de l'électricité et distribue de l'électricité, c'est un bien vital pour tous les Français. Donc l'État, quel que soit le gouvernement, ne peut pas se désintéresser de la production d'électricité, du prix de l'électricité. Deuxièmement, EDF produit de l'électricité avec des électrons nucléaires. Et le nucléaire, c'est quelque chose qui est difficile à manier, qu'il faut contrôler, surveiller. Et donc l'État ne peut pas se laver les mains de la stratégie nucléaire et donc de la supervision du nucléaire et de la régulation du nucléaire. Enfin, EDF est ce qu'on appelle en jargon économique un monopole naturel dans un certain nombre de secteurs. Il n'y a pas 36 réseaux de distribution ou 36 réseaux de transport d'électricité. Et donc, comme c'est EDF qui exerce ces monopoles doivent être régulés, à la fois au niveau national, mais également au niveau européen, parce que l'Europe estime que le fait qu'EDF soit le producteur exclusif en matière nucléaire et qu'en même temps il gère les réseaux de transport, il pourrait tuer toute forme de concurrence. D'où la régulation européenne spécifique d'EDF et d'où les contrôles par l'État. Donc je dirais, à la limite, peu importe, nationalisation ou privatisation, l'État a toute une série de canaux de contrôle d'EDF. Oui, la question qu'on peut quand même se poser, à mon avis, je ne suis pas la seule à me poser, surtout c'est les petits actionnaires, les ex-petits actionnaires ce soir, qui se sont... Pourquoi fallait-il privatiser EDF? La question, c'est pourquoi fallait-il nationaliser EDF? Je sais pas, vous me dites c'était normal, c'était logique parce que... non mais, je veux dire, une fois qu'EDF est nationalisé, ce qui était le cas, c'était même un établissement public, etc. Pourquoi a-t-on décidé de privatiser? Oui. Alors, pourquoi? Alors, à un moment... La réponse d'Elie Cohen. Alors, à un moment, on a considéré que ça pouvait permettre d'accéder à des financements dans de bonnes conditions parce que le nucléaire était considéré à l'époque comme un bon risque et on pensait que les investisseurs privés allaient se précipiter. Et je me souviens à l'époque, quand EDF a été privatisé, j'avais été interviewé par des journalistes anglo-saxons et ils disaient « mais EDF, c'est une entreprise formidable. Ils ont un monopole du nucléaire, ça va être une source de rentabilité formidable. » Et je leur disais « méfiez-vous. Si c'est un monopole et si la rentabilité est formidable, l'État ne laissera pas faire et l'Europe ne laissera pas faire. » C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc à partir du moment où EDF est contraint dans chacune de ses décisions, dans chacun de ses choix, eh bien le fait que l'État renationalise après une expérience de privatisation qui n'aura pas servi à grand-chose, je dirais c'est un retour à la normale. Retour à la normale, le caractère pleinement souverain des activités nucléaires, évidemment. Alors, on reviendra sur la réforme du marché de l'électricité qui est à l'agenda de la Commission européenne, parce que c'est essentiel pour notamment les industriels qui nous écoutent. Je voudrais qu'on regarde d'abord les énormes défis d'EDF, les défis d'Hercule, sans faire de mauvais jeu de mots d'EDF. Défis d'Hercule, parce que vous savez que le projet Hercule a été abandonné, c'était ce que demandait, c'est une manière de réponse à Bruxelles. 65 milliards de dettes, un tout petit peu moins, vous l'avez déjà soulevé, c'est un point très important pour Luc Rémont, le nouveau patron d'EDF. Ça, si vous voulez, comment fait-on pour gérer les travaux d'Hercule d'EDF, c'est vraiment des travaux d'Hercule. Premièrement, il va falloir lancer du nucléaire nouveau, les 6 centrales nouvelles, et éventuellement même 14 EPR. Donc ça, après s'être arrêté de faire de nouvelles centrales depuis près de 20 ans. Et après, surtout ce que j'appellerais les 10 ans de nucléaire honteux qu'on a eu au cours des 10 dernières années. Tous les gouvernements cherchaient à se débarrasser de la vilaine image du nucléaire. Alors,
c'est bien beau de dire aujourd'hui on défendra le nucléaire, on a toujours été pour le nucléaire, on ne transigera pas sur le nucléaire, la fameuse déclaration de M. Bruno Le Maire. Mais la vérité, c'est que l'EDF nucléaire a été laissé à son triste sort au cours des 10 dernières années. Bon, malgré cela, EDF... C'est juste, malgré cela, pardon, ça c'est vraiment une erreur politique colossale qui a été poussée par les Verts, par la volonté de faire venir certains ministres, ça a été poussé par Nicolas Hulot, pour ne pas le citer, voilà, notamment au gouvernement. Voilà, ça a été poussé par les Verts et surtout, ça a été inscrit au cœur du programme socialiste avec le fameux engagement de François Hollande et l'objectif du 50-50. Il n'y avait aucune raison de dire 50-50 plutôt que 75-25. Mais ça a été coulé dans le marbre. Sa majorité. Et puis surtout, ça devait conduire à la fermeture de 14 tranches de centrales. Fort heureusement, on ne l'a pas fait. On a fermé, si j'ose dire, que les 2 tranches de Fessenheim. Ouais. Mais même ça, c'était inutile. Mais c'était le sacrifice qui était fait à cette nouvelle coalition vert rose, si j'ose dire, à la française, et qui a conduit à ces décisions de François Hollande, qui ont été confirmées par, oui, parce que cette fameuse loi de transition énergétique, elle n'a été abrogée que tout récemment. Exactement. En fait. Emmanuel Macron, en fait, a varié dans ses positions sur le nucléaire. C'est que dans la période récente, qu'il a décidé de reprendre le tournant du nucléaire en inscrivant au programme les 6 nouvelles centrales. Mais le nucléaire nouveau, ce n'est qu'un des chantiers d'Hercule. Ensuite, il y a le grand carénage, c'est-à-dire toutes les anciennes centrales. Oui, dizaines de centrales. Rehausser le niveau pour qu'elles puissent tourner 50 ans et pas seulement 30 ou 40 ans comme c'était prévu initialement. Donc le grand carénage, c'est des travaux considérables. C'est un coût considérable. Un coût considérable. Et puis ça va arrêter certains réacteurs. Exactement. Et puis surtout, ça nécessite des compétences, des main-d'œuvre et des capacités industrielles que nous avions à peu près perdues et qu'il faut reconstituer progressivement. Donc ça, c'est le deuxième grand chantier. Et puis, le troisième grand chantier, c'est de mettre à niveau les réseaux de distribution et de transport d'électricité, parce que ce n'est pas la même chose de distribuer du nucléaire ou d'avoir plein de renouvelables partout qui posent des problèmes de coordination de réseau. Est-ce qu'on peut, vous qui connaissez bien l'industrie, Élie Cohen, encore une fois, comment fait-on pour reconstituer des filières? Parce qu'en fait, à part le père en Chine, ils ont, enfin, je veux dire, EDF n'a pas construit de centrales nucléaires depuis très longtemps. Donc toutes les filières, elles ont disparu. Donc comment fait-on pour recréer des filières et combien de temps ça met? Écoutez ce que dit EDF. On voit bien avec Flamanville la difficulté. Voilà. Hein. Écoutez ce que dit EDF. Le nouveau nucléaire produira ses premiers électrons en 2035. Oui. Donc, si vous voulez, on se donne près de 12 ans pour reconstituer cette capacité industrielle, pour reconstituer les filières technologiques, pour rouvrir des centres de formation, pour à nouveau être capable d'avoir des soudeurs, des tuyauteurs, etc. C'est toute l'aventure du nucléaire qu'on avait lancée avant et qui a permis de faire le programme des 56 centrales, qu'on va devoir réinventer maintenant pour faire le programme des 14 centrales. Oui, c'est quand même... Donc c'est un chantier absolument considérable. On a commencé et EDF s'applique à faire le tour des écoles d'ingénieurs, des centres de formation pour redonner l'appétit du nucléaire, pour redonner l'appétit de ces technologies et je dirais même davantage pour retrouver la maîtrise industrielle parce que comme moi, vous avez dû être frappé par les ratés industriels de la période récente. Comment ne pas l'être? La perte de compétences de Framatome et au-delà d'Areva Orano. Et donc c'est tout ça qu'il faut reconstituer. Et je crois que 10 ans, c'est bien visé. Est-ce qu'on en a les moyens? Ah bah si, parce que si vous... Non, mais c'est une question. Hein, Non, les moyens. Si vous voulez dire au niveau d'investissement, je veux dire les... au niveau des ingénieurs de formation, est-ce qu'on trouve... Ça, on va les reconstituer progressivement. C'est un vivier qu'on va reconstituer progressivement. Parce qu'on va même actuellement chercher des Chinois hein, pour... Alors ça, c'est toute la question. Oui. C'est toute la question que je pose depuis longtemps. Est-ce qu'il ne faudra pas un retour d'expérience chinois? Est-ce qu'il ne faut pas que les Chinois nous aident à relancer ce nouveau programme comme nous les avons aidés pour lancer le programme précédent? La rapidité avec laquelle les Chinois ont été capables de faire leur nouvelle centrale, le coût auquel ils sortent le nouveau nucléaire, qui est 2 ou 3 fois moindre que le coût prévisionnel pour le nucléaire français, il y a vraiment un retour d'expérience chinois dont nous avons besoin. Oui, il y a peut-être un niveau de protection aussi qui n'est pas tout à fait le même, je ne sais pas. C'est peut-être un faux procès que je fais. Non. La manière dont ils ont construit leur centrale, les technologies utilisées,
même les technologies de béton, de calcul, de structure, etc. Il y a vraiment, je crois, des choses à apprendre auprès des Chinois. Elie Cohen, il faut qu'on parle aussi, il y a des choses très importantes, on va essayer de ne pas être trop technique parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre, sur la réforme du marché européen, la fin de l'Arenh, ces fameux tarifs réglementés, fin 2025, mais donc il faut qu'on trouve un palliatif entre 2023 et 2024, et avec les industriels qui disent, mais attendez, nous on a besoin d'établir des prix, c'est là où il y a un petit bisbille entre Luc Rémont et Bruno Le Maire. Je vous propose d'écouter d'abord Bruno Le Maire, qui s'exprimait devant l'Union française d'électricité, et qui est l'UFE, et qui disait, en tout cas pour la France, c'est stratégique, c'est une ligne rouge, c'est un avantage compétitif. CF, regardez du côté allemand. On l'écoute. Le nucléaire est une ligne rouge absolue pour la France. Et la France ne renoncera à aucun de ces avantages compétitifs liés à l'énergie nucléaire. Le nucléaire est un avantage économique, c'est aussi une part de notre identité industrielle. C'est ce que nous sommes comme nation. C'est ce que nous sommes comme économie et c'est ce que nous sommes comme peuple innovant et créatif. Tous ceux qui pensent qu'ils pourraient faire reculer la France sur l'énergie nucléaire par quelque moyen que ce soit se trompent lourdement. Nous ne céderons jamais sur l'indépendance de la France et sur son accès à l'énergie nucléaire. Bruno Le Maire, donc à l'Union française de l'électricité, c'était il y a quelques instants, enfin une petite demi-heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord les enjeux ou c'est plus que les enjeux, le bras de fer presque, de la réforme du marché européen, du marché de l'électricité? Il faut bien comprendre la crise que nous venons de connaître actuellement. Les Français ont vu les prix de l'électricité flamber et ils ont appris à cette occasion que les prix de l'électricité étaient liés au prix du gaz en Allemagne. Ouais. Donc les Français n'ont pas très bien compris comment le prix de l'électricité en France pouvait être lié au prix du gaz en Allemagne. Alors la réponse est en fait assez simple. Le marché européen d'électricité est intégré. Et donc pour être intégré, en gros, et pour que ça soit économiquement efficace, on fait d'abord tourner les centrales les plus productives et les moins coûteuses, en gros les centrales nucléaires. Puis ensuite, les centrales qui sont plus coûteuses et d'usage moins fréquent, c'est par exemple le charbon. Et puis après, on utilise celles qu'on peut allumer et éteindre rapidement pour faire face à une pointe. Et ça, c'est les centrales au gaz. Or, le prix du gaz, l'année dernière, a pratiquement décuplé. Et donc, mécaniquement, le prix de l'électricité a augmenté. Et comme nous, Français, nous nous sommes trouvés en déficit, nous avons dû importer de l'électricité produite en Allemagne avec du charbon et du gaz. Ouais. Et pourquoi on l'a fait? Eh bien, à cause de la grande panne du nucléaire français. L'année dernière, pour des raisons diverses, à peu près un tiers de la capacité de production avait été gelée, les centrales étaient fermées, elles ne produisaient plus, et donc nous avons un déficit historique de production d'énergie nucléaire, et nous avons dû importer pour faire face à ce choc. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être discuté à Bruxelles? Alors, ce qui se discute... La fin de l'Arenh, donc ce fameux tarif réglementé. Non, vous allez trop vite. L'Arenh, vous allez oui, mais parce qu'on est à la radio et à la télévision, vous savez, Elie. La première chose d'abord, c'est comment faire face à des hausses de prix très brutales et très soudaines. Ouais. L'Espagne a dit, je bloque le prix du gaz chez moi pour pouvoir avoir un prix de l'électricité raisonnable. Mais eux, ils ont le droit parce qu'ils sont en bout de chaîne. Non, ils ont demandé une dérogation qu'ils ont obtenue. Ils ont obtenu. Voilà. Nous, on l'a pas obtenu. On n'a pas demandé de dérogation. Par contre, ce qu'on a fait, nous, grâce au quoi qu'il en coûte et le bouclier tarifaire, on a subventionné les ménages pour que ça soit moins coûteux. Voilà, mais regardons demain. Alors demain, ce que dit l'Europe, c'est qu'elle dit qu'il va falloir qu'on corrige le défaut majeur du marché de l'électricité aujourd'hui, qui est que les prix dépendent du prix de court terme, ce qu'on appelle du prix du marché spot. Ouais. C'est-à-dire, c'est le prix instantané qui devient le prix général. Alors, c'est absurde, comme je vous l'ai dit, parce que ça veut dire que c'est les centrales gazières en Allemagne qui déterminent le prix. Alors que nous, par exemple, en temps normal, nous avons un mix énergétique, comme on dit, qui est à base de nucléaire, et ce serait logique plutôt de tarifer au prix moyen. Donc, la proposition que fait l'Europe est la suivante. Pour inciter les industriels à investir dans le nucléaire, par exemple, ou dans le renouvelable, oui. Ou dans le renouvelable. Oui, puisqu'il faut doubler notre production d'énergie renouvelable. Voilà, c'est ce pour inciter à l'investissement, on va instaurer ce qu'on appelle des contrats pour différence. Ça veut dire on fixe un prix de l'électricité produite à partir, disons, d'une centrale nucléaire lambda. Si les prix augmentent très fortement, à ce moment-là, l'État subventionne. Si les prix baissent très fortement, à ce moment-là, les entreprises restituent à l'État les sommes qu'elles ont touchées. Et d'ailleurs,
pire, on a déjà appliqué ça aux renouvelables et ça a déjà produit une baisse de la facture d'électricité. Mais normalement, ça c'est une forme de généralisation des contrats à long terme d'approvisionnement, là où on était habitué à du court terme. Oui, mais un des enjeux, il y a le financement des EPR, ça c'est un point très important, mais c'est les conditions de rémunération des réacteurs. Donc, je parlais de l'ARENH. Comment on les rémunère, à quel prix? Et là, je disais, il y a un petit bras de fer. Enfin, il va avoir un bras de fer entre le patron d'EDF qui dit plus c'est cher, plus je peux m'en sortir, et Bruno Le Maire qui dit il est en hors de question parce que pour les Français, ça ne va pas être trop cher. Le problème, c'est que EDF était hyper dominant avec son nucléaire. Et donc, on lui a imposé une régulation, l'ARENH, qui consiste à donner à un prix garanti, 42 € le mégawattheure, de l'électricité à ses concurrents. Le problème, c'est qu'on a fixé le prix à un niveau trop bas, dit EDF, un niveau qui ne permet pas le renouvellement des capacités de production et qui ne permet même pas l'entretien des anciennes centrales. Donc, normalement, ce dispositif se termine en 2025. Et donc, la question est, est-ce que ce dispositif va être reconduit ou pas? En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça ne se fera pas à ce prix-là. Oui. Parce que lorsqu'on écoute les industriels, ils vous disent, mais il faut qu'on puisse regarder, c'est un véritable défi pour eux. Nous, on a besoin, notamment les énergéticiens, ils disent, et l'UNIDEM, il dit, on a besoin d'abord d'avoir la visibilité sur les prix, et puis d'avoir des prix qui nous permettent une couverture à long terme, donc d'avoir des contrats à long terme. La visibilité, ils vont l'avoir à la fois à travers les contrats à long terme, qui jusqu'à présent été bannis et qui vont être autorisés par la nouvelle législation européenne. On appelle ça des PPA, c'est-à-dire qu'on pourra signer des accords à moyen long terme avec des prix garantis. La visibilité, ils l'auront parce que les nouvelles capacités de production vont être installées grâce à ces contrats pour différence dont je viens de vous parler, qui vont inciter à créer des capacités de production nouvelles et à éviter le choc de la sous-capacité que nous avons connue jusqu'à présent. Et donc, ayant des contrats à long terme, les distributeurs eux-mêmes auront une plus grande visibilité et ils pourront garantir aux consommateurs finaux des prix qui, du coup, seront moins volatiles. C'est ça le dispositif que l'Europe est en train de négocier et qui va bientôt être finalisé. Après, il y a aussi un bras de fer entre État et Luc Rémont. Luc Rémont qui s'est dit tout à l'heure aussi favorable à ces contrats long terme en disant c'est la meilleure façon, je le cite, de créer de la visibilité pour le consommateur comme pour le producteur. Mais maintenant il y a l'Allemagne en face. L'Allemagne donc qui ne veut pas du nucléaire, on va pas refaire le débat sur la taxonomie, mais il faudrait bien qu'on trouve un accord parce que c'est un avantage compétitif énorme pour les Français. Et là on a l'impression que les Allemands ils aimeraient bien, enfin ils ont réussi du reste à faire disparaître cet avantage compétitif. En fait la vraie question c'est que la France et EDF voudrait accéder à des financements privilégiés pour son nouveau nucléaire au motif qu'il participe à la stratégie de décarbonation. De même, il voudrait qu'on fasse des progrès dans le stockage d'électricité en utilisant de l'hydrogène, mais de l'hydrogène gris, comme on dit, c'est-à-dire de l'hydrogène dont l'énergie de base est d'origine nucléaire, ce que l'Allemagne refuse absolument. Je crois qu'on arrivera à un compromis dans la mesure où la position allemande n'est pas tenable sur l'hydrogène vert et l'hydrogène gris, et que par contre, l'Allemagne n'acceptera jamais que, d'une manière ou d'une autre, on subventionne le nucléaire. Donc le nucléaire nouveau sera financé par l'État. Et ça tombe bien, EDF va être nationalisé à 100%. Eh ben voilà, la boucle est bouclée. Juste quand même, encore un point. Hier, je recevais le directeur exécutif de RTE, le RTE, c'est le corps de l'électricité, si j'ose dire. Oui, absolument. Mais qui donne aussi ses prévisions et qui va servir comme support à la prochaine loi. Est-ce qu'on va affronter effectivement un mur énergétique, comme ils le disent, en 2030 ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'on allait réduire progressivement la consommation d'électricité. Là, on annonce un doublement avec l'électrification des usages économiques. On parle du véhicule électrique, bien entendu. Vous imaginez le bouleversement si le parc automobile entier bascule. Des usines. On parle des usines avec des technologies propres, avec de l'acier produit avec de l'électricité verte. On parle donc également d'autres types de transports et surtout de la grande conversion énergétique des logements, du tertiaire, etc. En tout électrique. Et puis on a un objectif européen très ambitieux, c'est le Fit for 55. On en parlait hier. Donc qui fait qu'on doit baisser nos consommations de produits carbonés d'ici 2030. Et donc
tout ceci représente une augmentation significative de la consommation d'électricité. Donc il faut accroître les capacités de production. Ouais. D'où le nouveau programme français. Et oui, mais qui va arriver hyper tard, qui va arriver en 2035. Vous-même, vous l'avez rappelé. En attendant. Et en plus, il y a les visites décennales en 2031. En attendant, on a le grand carénage, c'est-à-dire on va faire passer de 40 à 50 ans la durée de fonctionnement. Et surtout, on a renoncé à ce programme de fermeture des 14 tranches. Donc tout ça fait qu'on va élever... Vous êtes confiant? On va élever la part du nucléaire par rapport... et puis, il y aura, comme le disent les gouvernants, des mesures à la fois d'économie et de sobriété. Oui, ça peut rapporter 40 TWh par an. C'est énorme, quand même. Oui, écoutez, les Français ont baissé leur consommation d'électricité de près de 20%. Ça a surpris tout le monde. Oui, on se chauffe, moi, vous me direz, ça tombe bien en ce moment. Et il y a la climatisation. Merci beaucoup, Élie Cohen. Merci, toujours très intéressant d'entendre votre décryptage sur cette renationalisation d'EDF. EDF 100% dans les girons de l'État. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la podcaster pour ceux qui nous regardent à la télévision avec le petit QR code. Sinon, nous retrouver sur le site de BFM Business. Et puis tout de suite, comme tous les soirs, Tech & Co, François Sorel. Très bonne soirée.